Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai monument, une sorte d'énigme de la poésie espagnole, Les Solitudes de Luis de Góngora. C'est une œuvre qui est devenue légendaire, vous savez, pour sa beauté, sa complexité, et puis surtout pour son côté inachevé. Un incroyable voyage poétique qui s'est arrêté net. Ah oui, c'est la grande question, n'est-ce pas? Parce que l'ambition de Góngora, elle, était immense, vraiment démesurée. Et c'est peut-être justement parce que le projet s'est arrêté comme ça, d'un coup, que sa légende est devenue si puissante. Alors on va suivre ensemble les traces de ce qui est peut-être un chef-d'œuvre manqué ou pas. Pour vous donner une idée, le plan initial était colossal. Góngora voulait écrire 4 solitudes, 4 longs poèmes pour célébrer 4 aspects de la vie loin de la civilisation. D'abord, la solitude des champs, puis celle des rivages, ensuite celle des forêts, et pour finir, la solitude du désert. Sauf qu'en réalité, il n'achèvera que la première. La seconde, il la laissera en plan, au beau milieu d'une phrase. Bon, pour bien situer le personnage, Luis de Góngora, c'est un géant du siècle d'or espagnol. Et avec ses Soledad, il a vraiment voulu faire exploser les codes de la poésie de son époque. Il a créé une langue tellement nouvelle, tellement audacieuse, qu'elle a tout simplement fasciné et scandalisé tout le monde en même temps. Et son arme pour ça, c'est son style, le cultéranisme. Il faut vraiment l'imaginer comme une sorte de labyrinthe de mots. La syntaxe est volontairement tordue, les métaphores s'étirent sur des dizaines de vers, et les allusions à la mythologie sont partout. Lire Góngora, ce n'est pas une petite balade de santé, c'est plutôt comme escalader une montagne. Mais alors, une fois en haut, la vue est juste spectaculaire. Allez, on plonge dans le poème. Tout commence par un naufrage. On est un jeune noble, le cœur brisé, qui échoue sur une plage déserte. Il a absolument tout perdu. C'est lui, notre protagoniste, un pèlerin sans nom qui fuit un monde qui, visiblement, l'a profondément déçu. Et là, dès les tout premiers vers, l'ambiance est posée. Sa douleur est tellement immense que la nature elle-même semble avoir de la peine pour lui. Ses plaintes, elles ne se perdent pas dans le vide, non, elles sont portées par les vagues et par le vent. L'homme et le paysage entrent immédiatement en résonance. Alors, pour fuir le bruit assourdissant de la mer, il se met à grimper. Et là, dans la nuit la plus totale, il aperçoit ça. Une petite lumière, au loin. C'est bien plus qu'une simple cabane. C'est un repère, la promesse d'un abri. Le vrai voyage peut commencer, en s'éloignant des ténèbres pour suivre cette lueur d'espoir. Et c'est là qu'on comprend. On comprend enfin ce qu'il fuyait. En fait, tout le poème est construit sur cette opposition radicale. D'un côté, il y a la cour, un monde de faux-semblants, d'ambitions malsaines, et de l'autre, la campagne, un refuge simple, authentique, un monde d'innocence. Le pèlerin a clairement tourné le dos au premier pour trouver la paix dans le second. À peine arrivé, il est accueilli par des chevriers. Pas de méfiance, rien de tout ça, juste une hospitalité simple et chaleureuse. Et le voilà tout de suite plongé au cœur de la vie de cette petite communauté. Il est invité à un mariage. Une fête qui célèbre la vie, l'amour et la terre. Et regardez-moi ce banquet. Pas de vaisselle en or, pas de plats compliqués. Mais Góngora transforme ce repas très humble en une véritable fête pour les sens. Il arrive à trouver de la poésie dans un simple morceau de fromage ou dans la douceur d'une pomme. La vraie richesse, nous dit-il, elle est là, dans les fruits de la terre. La célébration, bien sûr, continue en musique. Des chœurs de jeunes gens et de jeunes filles se mettent à chanter. Ils invoquent Hymné, le dieu antique du mariage. Leurs voix s'élèvent, elles s'unissent, et ça crée un moment d'harmonie parfaite. Un idéal de communauté que notre pèlerin observe, complètement fasciné. L'après-midi, attention, place au jeu. C'est une sorte de version rustique des Jeux Olympiques. Góngora célèbre ici la force brute, la vitalité de ces corps qui ont été façonnés par le travail de la terre. Et les métaphores sont épiques. Les lutteurs sont comme des arbres, les coureurs sont plus légers que le vent. C'est magnifique. Voilà, la première solitude, celle des champs, s'achève. Le pèlerin reprend son chemin et on entre avec lui dans la seconde. Le décor change du tout au tout. On quitte les montagnes pour la mer et on troque les bergers pour un village de pêcheurs. Et là encore, quelle précision! C'est incroyable! Góngora ne se contente pas de dire « il pêche des poissons ». Non. Il nous offre un véritable catalogue poétique de la faune marine. Chaque poisson a sa propre personnalité, sa petite histoire. Et parfois, il y a même un petit clin d'œil ironique au monde de la cour, comme ce saumon destiné aux tables royales. Et puis sur l'eau, une musique s'élève. C'est le chant d'un jeune pêcheur, Lycidas. Il confie son chagrin d'amour à sa barque. Il transforme sa plainte en une mélodie douce et tragique. Il veut chanter une dernière fois et puis mourir. C'est d'une tristesse infinie. Et là, un autre pêcheur, Misoncon, lui répond en écho. Lui aussi, il s'adresse à sa barque, qu'il compare à une urne flottante prête à recueillir ses larmes. Leurs deux voix s'entremêlent et elles forment un duo poignant sur le désespoir amoureux, que le pèlerin écoute depuis la rive. Et c'est là qu'il se passe quelque chose.
Le pèlerin change de rôle. Il n'est plus juste un spectateur passif. Touché par leur histoire qui fait forcément écho à la sienne, il décide d'agir. Il va voir l'ancien du village et il utilise son éloquence, ses talents de courtisan pour plaider leur cause. Il devient un acteur du bonheur de cette communauté. On se dit, ça y est, le pèlerin semble avoir trouvé sa place dans ce monde idyllique. La paix règne. Mais évidemment, cette harmonie est sur le point d'être brisée. Un son lointain se rapproche. C'est le monde qu'il avait fui qui fait un retour brutal et bruyant. Une partie de chasse à courre avec ses faucons, c'est l'aristocratie qui débarque. Gongora oppose la pêche, qui nourrit les gens, à la fauconnerie, qui tue pour le sport. Et cette liste d'oiseaux de proie, magnifique mais mortelle, elle symbolise toute la violence et tout l'artifice du monde de la cour qui vient littéralement envahir ce petit refuge. La description de la chasse commence, les faucons sont lâchés, et là, plus rien. Le poème s'arrête, net, en plein milieu d'une phrase. C'est fini. Le destin du pèlerin, la 3e et la 4e solitude, tout ça est laissé en suspens. C'est sans doute l'une des interruptions les plus célèbres et les plus frustrantes de toute l'histoire de la littérature. Alors qu'est-ce qu'on fait d'un fragment de chef-d'œuvre comme ça? Eh bien, paradoxalement, son influence a été immense. Le fait qu'il soit inachevé l'a transformé en mythe. C'est devenu un défi pour toutes les générations de poètes qui ont suivi, fascinés par cette beauté si radicale et si brutalement interrompue. Parce que oui, il faut bien le dire, même inachevé, ce poème est une révolution. Gongora a prouvé qu'on pouvait créer une beauté absolument inouïe à partir du monde le plus simple, et il a repoussé les limites du langage poétique plus loin que personne avant lui. D'une certaine manière, la mission est accomplie. Finalement, on peut se demander si cette fin brutale n'est pas la plus grande force du poème. Elle nous oblige à nous poser la question « Que serait-il arrivé ensuite ?» En ne terminant pas son œuvre, Gongora nous a ouvert un espace infini pour l'imagination. Il a écrit 2 solitudes et il nous a laissé le soin d'imaginer toutes les autres.